Bienvenue dans cette édition du 5 décembre d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, Mélissa Oran du Centre de femmes vient nous parler des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Le Club Richelieu-La Rocade remet encore cette année pour une 10e année l'emballage cadeau. Ensuite, le challenge du lac Matapédia est de retour cette année. Nous allons aussi à la découverte des nouveaux maires de la MRC de la Matapédia cette semaine. Il y a aussi Circonflexe, prêt pour bouger. On va parler de ça avec Alexandre Fortin. Ensuite, nous allons voir Nick Michaud aussi, qui sort une nouvelle bande dessinée. On va aussi faire le tour de l'agenda culturel. Mais tout d'abord, allons voir les actualités de la semaine. Dans vos actualités cette semaine, la nouvelle carte électorale provinciale continue de faire réagir dans la Matapédia. Le député Pascal Bérubé dénonce la proposition qui modifiera les limites de la circonscription de Matane-Matapédia. En entrevue à Radio-Canada, il affirme que ces changements pourraient affaiblir la représentation des communautés rurales et rendre le territoire encore plus difficile à couvrir pour un député. Il rappelle que la population locale doit être entendue et que le maintien de la cohésion territoriale demeure essentiel pour les services et les enjeux régionaux. La ville d'Amqui invite encore une fois la population à répondre à son sondage sur ses parcs et espaces verts. Le questionnaire vise à guider les aménagements et investissements des 10 prochaines années. À ce jour, la participation atteint déjà 72% de l'objectif, mais la ville souhaite rassembler encore davantage d'opinions, autant à Amqui que partout dans la vallée. Le sondage d'une durée d'environ 10 minutes aborde la qualité, l'accessibilité, la diversité des activités offertes dans les parcs. En y participant, les citoyens courent la chance de gagner un BMX, un chèque cadeau de 100$ ou un ballon de basketball. La Sûreté du Québec avertit la population qu'une nouvelle vague de messages textes frauduleux circule actuellement. Plusieurs citoyens ont signalé avoir reçu un texto prétendant qu'ils auraient commis une infraction routière et les invitant à cliquer sur un lien pour régulariser la situation. La SQ confirme qu'il s'agit d'une fraude et rappelle que jamais les autorités n'utilisent ce procédé pour notifier un constat d'infraction. Les citoyens sont invités à supprimer les messages immédiatement et à faire preuve de vigilance. Les services de police du Québec intensifient leurs interventions dès le 4 décembre et jusqu'au 4 janvier dans le cadre de l'opération nationale concertée ciblant la capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue. Cette opération amènera plus de barrages routiers et de dépistage. Les autorités rappellent que seule l'élimination naturelle du corps peut dissiper les effets de l'alcool ou des drogues et qu'on ne doit jamais se fier à des calculs approximatifs. Conduire avec facultés affaiblies demeure l'une des principales causes de décès routiers au Québec. Et finalement, la MRC de la Matapédia a adopté son budget 2026 lors de la séance du 26 novembre. Le budget totalise un peu plus de 24 millions de dollars, une hausse de 23% par rapport à l'an dernier. Cette augmentation s'explique surtout par les investissements liés aux fonds de région et de ruralité et par l'achat d'équipements pour le service d'incendie. Les quotes-parts générales augmentent de 3,5%, tandis que celles reliées aux matières résiduelles grimpent de 12%. En raison des coûts de transport et de la relocalisation de l'écocentre d'Amqui. La préfète Chantal Lavoie rappelle que la MRC poursuit ses efforts pour maintenir l'expertise locale et soutenir les municipalités malgré les défis régionaux. C'est ce qui complète les actualités de la semaine. Aujourd'hui, on s'intéresse à une période très importante de mobilisation sociale, les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, un mouvement qui s'étend du 25 novembre au 6 décembre, entre la journée contre la violence envers les femmes et la journée de la commémoration de la tuerie de la Polytechnique. Pour en discuter et pour mieux comprendre les réalités locales et les enjeux aussi actuels, les initiatives mises en place dans notre région, on reçoit Mélissa Oran du Centre de femmes de la Matapédia. Bonjour, Mélissa. Bonjour, Carl. Merci beaucoup d'être avec nous. Pour commencer, j'aimerais savoir, peux-tu nous rappeler qu'est-ce que ça représente, ces 12 jours d'action, et pourquoi ils sont encore essentiels aujourd'hui, en 2025? Premièrement, merci de l'invitation à faire cette capsule-là. Je trouve que c'est vraiment essentiel et important aussi que les médias locaux mettre de l'avant les enjeux les enjeux mondiaux, j'ai envie de dire, internationaux. Oui. Donc, merci pour ça, premièrement. Merci. Puis, tu l'as bien expliqué dans ton message un peu d'ouverture d'entrevue. Les 12 jours d'action, ben
Ça va commencer le 25 avec la journée contre les violences à l'égard des femmes. Oui. Puis, ça va être un 12 jours d'action, de mobilisation, de sensibilisation. Certains vont le faire plus au travers des médias sociaux, certains vont aller plus dans la rue, certains vont faire des mobilisations à l'intérieur de leurs organisations. Mais c'est vraiment un momentum essentiel pour sortir, pour être vu, pour revendiquer, mobiliser, dénoncer le fléau qui est les violences à l'égard des femmes, puis envers les personnes de la diversité sexuelle et de la diversité de genre également. OK. Et là, on parlait beaucoup d'une mobilisation qui implique plusieurs organisations. C'est quoi le rôle du Centre de femmes de la Matapédia dans ces 12 jours d'action-là? C'est une bonne question. Le Centre de femmes est pas mal, est le seule organisation à 100% féministe dans la vallée de la Matapédia, dans le sens que, mettons, Rimouski, ils ont les maisons d'hébergement, ils ont le Calax, qui a la maison Marella, ils ont des syndicats, tandis que la particularité de la vallée de la Matapédia, c'est qu'on n'a pas de maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, les actions féministes passent beaucoup au travers le Centre de femmes, parce que c'est dans notre mission. Puis, dans le fond, nous, dans les 12 jours d'action, depuis 2 ans, on va faire la distribution dans les 18 municipalités des panneaux que vous voyez ici, les panneaux des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. L'an passé, on avait eu des petits défis dans certaines municipalités. Cette année, tout s'est vraiment bien passé, donc on est contente de ça. Il faut rappeler, dans le fond, que la mission du Centre de femmes, c'est de desservir la population des 18 municipalités. Et on est consciente qu'étant donné la petite équipe de travail et étant donné que le centre est physiquement à Amqui, c'est difficile, par exemple, d'aller à la rencontre des femmes de Saint-Damas ou de Sainte-Florence, ou étant donné le large territoire qu'on couvre. Mais c'est important pour nous que ces personnes-là sachent qu'on est là aussi pour elles. On n'est pas juste là pour les femmes d'Amqui, par exemple. On est là pour toutes les femmes des 18 municipalités. Donc, on trouvait que de faire l'affichage de ces affiches-là avec le numéro de téléphone du Centre de femmes, de SOS Violence conjugale, la Gigogne, qui est la maison d'hébergement de Matane, et la Débrouille, qui est la maison d'hébergement de Rimouski, ça pouvait faire un beau flash. Okay. Sur les ressources disponibles pour ces personnes qui auraient besoin là. On a aussi fait une activité de sensibilisation en collaboration avec la Sûreté du Québec, l'équipe d'Amqui, et la Gigogne. Dans le fond, on était à l'intersection de Dupont et des Biens. Oui. Oui, on s'est croisés là, à cet endroit-là. Oui. Puis, dans le fond, l'objectif était d'arrêter les automobilistes, puis de distribuer des rubans blancs, un peu d'informations de SOS Violence conjugale, des maisons d'hébergement, un petit lampion aussi à allumer le 6 décembre pour la journée de commémoration de Polytechnique, puis de jaser aussi avec les automobilistes des 12 jours d'action, des violences qui peuvent être vécues. Puis on a fait multiples autres actions au travers notre milieu de vie et notre programmation, comme on a reçu la policière communautaire Marie-Ève Belzile, qui est venue nous parler de violences plus par la technologie, comme les géolocalisations, les applications qui peuvent être utilisées pour retracer ton partenaire de façon cachée. Ah oui. On a parlé de contrôle coercitif. On a fabriqué des rubans blancs avec les participantes du Centre de femmes. On a tenu aussi une campagne là, d'une journée de publication, une publication par journée pendant 12 jours, qu'on est en train actuellement de le faire, qui va se terminer le 6 décembre. Fait qu'on fait plein d'actions comme ça pour être vues, puis pour se faire entendre, puis pour que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls si ils ou elles ont besoin. OK. J'imagine que le Centre de femmes, c'est plus en prévention aussi, parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de centre d'hébergement, j'imagine que vous vous axez beaucoup sur la prévention pour informer les femmes de, justement, elles peuvent vivre de la violence sans savoir que c'est de la violence. Parce que parfois, c'est subtil, c'est pas nécessairement toujours des coups. Des fois, c'est des petites choses subtiles qu'on se fait dire que ça peut rabaisser, ça peut... Puis tu sais, ça n'a pas l'air de la violence vu de l'extérieur, mais... ça peut avoir l'air anodin, en apparence, ou... Puis je peux inviter peut-être les auditeurs à aller visiter le site web
contrôlecoercitif.ca, puis je suis contente que tu m'amènes Oui. là, parce que il y a comme un jeu de cartes sur ce site web-là qui te met des mises en situation, puis ça te dit, en apparence, ça a l'air de quoi? Et ensuite, tu entends le témoignage de la personne, parce qu'en apparence, ça n'a jamais vraiment l'air violent, tu sais. Non, c'est ça. Ça a toujours l'air comme d'être, il est donc bien amoureux, il veut juste que je sois en sécurité, ou des trucs un peu comme ça. Ensuite, tu as le témoignage de la victime, et ensuite, ça décortique un peu où est-ce que la violence est dans la situation. Mhm. Puis, c'est ça, je suis contente que tu m'apportes là parce que, oui, on a un mandat de sensibilisation, prévention, surtout de par nos programmations puis les activités qu'on va faire à l'extérieur. OK. Puis, si jamais une personne se questionne sur son cheminement, sur sa relation, a des interrogations ou a le désir, tu sais, de quitter ou de porter plainte, de dénoncer, peu importe le choix de la personne, là, on peut accompagner. On a généralement 2 intervenantes engagées qui vont faire ce processus-là avec les personnes. Fait que non, on n'a pas de milieu physique pour héberger un 24/7, mais on va offrir quand même le service d'accompagnement, de soutien, d'aide au processus, d'écoute aussi. Fait qu'on OK. va offrir un peu les 2 volets, prévention, sensibilisation et accompagnement dans le processus. Et ça peut aller aussi à l'accompagnement socio-judiciaire, là. Et là, demain, en fait, lors de la diffusion, on va être le 5 décembre. Demain, on va être le 6. Oui. On invite les gens à porter le ruban blanc, donc pour la tuerie de la Polytechnique, entre autres, si je me trompe pas. En fait, c'est pour les 12 jours d'action, mais ça termine avec l'anniversaire de la tuerie de la Polytechnique. Oui. La journée de la commémoration, là, Oui, dans le fond, exactement. de la tuerie polytechnique où est-ce que 14 femmes ont perdu la vie, ont été tuées. Ouais. Je dirais que dire perdu la vie, c'est doux, mais c'est un acte tellement violent c'est 14 femmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Donc, on invite à la solidarité, on invite la population matapédienne, la population en général, mais c'est la population matapédienne à porter le ruban blanc pendant les 2 jours d'action, mais spécifiquement aussi pour le 6 décembre pour lancer un peu un appel au soutien, à la solidarité envers ces femmes-là et envers toutes celles aussi qui ont suivi. Là, on parle souvent des femmes qui sont décédées à Polytechnique, mais à chaque année, il y a environ une vingtaine de féminicides aussi. Fait que pour ces femmes-là, en commémoration, en solidarité, c'est important, je crois, de porter le ruban blanc. Super. Et pour, si jamais quelqu'un vit la violence et doit appeler, chercher de l'aide, est-ce que tu veux nous donner les informations? Où est-ce qu'on appelle? À qui on parle? Vous pouvez nous rejoindre au Centre de femmes en appelant au 418-629-3496. Puis en appelant, vous allez avoir la banque des intervenantes que vous pouvez rejoindre. Je sais que parfois, ça peut être intimidant d'appeler. Donc, il y a aussi, on est très actifs sur le Facebook. Fait que nous contacter par Messenger. Souvent, je vais transférer le contact à une intervenante qui pourra vous appeler à ce moment-là. C'est les 2 façons. Sinon, il y a aussi par courriel, là. Mais s'abonner à la page Facebook ou appeler au Centre de femmes, c'est vraiment les 2 actions où est-ce que c'est plus facile d'entrer en contact avec nous. Parfait. Ou sinon, je pense que vous avez aussi des fois des cafés ouverts aux femmes. Oui, c'est ça. On a une panoplie là, d'activités qui est offerte entre le lundi et le jeudi. Excuse-moi. Donc, si ça les gêne de parler à des gens qui ne connaissent pas, ils peuvent apprendre à les connaître avant de pouvoir se confier. Donc, totalement. Venir vous rencontrer lors d'activités. Oui, exactement. Puis c'est gratuit, c'est constamment gratuit. C'est en toute confidentialité, c'est important de le nommer. On est une petite région, fait que ce qui se dit au centre reste au centre. Et voilà, pas besoin d'être membre nécessairement. Ouais. Et Mélissa, est-ce que tu as un petit mot de la fin aussi pour nous? Oui. Oui, dans le fond, on avait envie de lancer un appel à la solidarité dans la Matapédia en nommant la phrase tirée du comité des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Donc, je vais la lire textuellement sur mes notes. Nos droits sont menacés et interdépendants. Ce qui se passe ailleurs dans le monde a une incidence ici. Que ce soit à travers le mouvement des populations, les politiques de droite et d'austérité, il est nécessaire que nous soyons solidaires puisque nous vivons dans le même monde, prenons part à la même lutte et devons donc partager un même espoir. Bien, merci beaucoup, Mélissa. Écoute,
on pourrait parler de politique, justement. C'est un peu politique, je pense, cette phrase-là. Oui. On pourrait en parler, mais on manque de temps, un petit peu. Fait qu'on va s'en donner un rendez-vous pour en parler plus en détail et dire... chialer un petit peu ensemble, c'est bon? Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Mélissa. Merci, Carl. J'ai avec moi Mme Marie Michaud du Club Richelieu La Rocade qui vient nous parler d'emballage cadeau cette année. Donc, on va aller voir cette entrevue. Merci beaucoup, Mme Michaud, d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez nous parler d'emballage de Noël, en fait, parce que le Club Richelieu La Rocade remet encore cette année l'emballage de cadeaux de Noël. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr, nous faisons cette activité-là depuis 19 ans. C'est la 19e année cette année. Et je pense qu'on crée du bonheur. Parce que, vous savez, quand les gens partent avec leur petit cadeau de Noël, là, les autres, ils appellent ça le petit paquet. Vous nous avez fait un beau petit paquet. Bien, c'est beau. Les gens ont le sourire et je pense que ça rend service, c'est utile, puis c'est correct. Il y a encore des cadeaux qui se font. Et même qu'on fait, pour ceux qui donnent des cadeaux en argent ou des bons d'achat, on fait des boîtes penteuses. Ah oui? OK. Oui. Fait que le jeune ou la personne qui reçoit sa boîte, là, ça bouge dans sa boîte. OK. Alors, c'est moins pire qu'une enveloppe. Je trouve qu'une enveloppe, c'est moins... mais là, on fait des boîtes cadeaux menteuses, puis c'est super apprécié. OK. Puis là, si on a envie de faire emballer notre cadeau, vous faites ça où? Comment que ça fonctionne? Première des choses, on offre le papier. OK. Le papier d'emballage et la rubannerie pour vos cadeaux. Et on fait ça pour la 3e année chez Moisson-Vallée qui nous passe leur salle rue du Pont gratuitement. Ah, wow. Oui. Puis, y a-t-il des dates en particulier où est-ce qu'on peut aller vous voir pour aller porter des cadeaux, les faire emballer? C'est sûr. Le 18, 19, 20. OK. On prend congé le 21. Ben oui. Et on est là le 22. OK. J'imagine que le 21, ça tombe dessus le mercredi de la soupe ou... non, je pense qu'il n'y aura pas de soupe cette journée. C'est dimanche. C'est dimanche, oui. C'est dimanche. Ben oui, le dimanche, on prend congé, c'est l'autre Non, la soupe, le dernier est le 17, mercredi le 17. Bon. Parfait. Et pour accommoder des gens qui, à un moment donné, je sais pas, mais là, on n'a pas le temps, c'est plus heures, puis ils viennent porter leurs cadeaux. OK. Et s'ils finissent de travailler à 4 heures, puis ils viennent les rechercher après. Okay. Et ils n'ont pas besoin d'attendre sur place, à moins que ce soit juste un. Mais s'ils en ont beaucoup, fait que nous autres, j'ai une équipe qui fait que ça se fait dans l'après-midi ou dépendamment, on commence à 10 heures. OK. Super. À ce moment-là, c'est comme ça. Ça peut aider tout le monde, puis c'est parfait. Puis j'imagine qu'il y a quand même un petit coût relié à ça. Ça ne doit pas être gratuit 100%. Ben oui, c'est gratuit en partant, sauf que les gens, ils donnent ce qu'ils veulent. OK. On a un bocal, puis ils donnent ce qu'ils veulent. Alors, nous, ça va pour les œuvres du Club Richelieu. Et souvent, c'est des jeunes qui demandent, surtout pour des jeunes, parce qu'on travaille beaucoup avec et pour les jeunes. Et s'ils demandent des dons, exemple, je ne sais pas, moi, pour une activité quelconque, bien, ça sert pour ça. OK, super. Donc, si on a envie de faire emballer nos cadeaux, on va juste faire un petit résumé avant de terminer. Donc, c'est le 18, 19, 20, 22 décembre. Oui. C'est de 10h à 17h. De 10h à 17h sur la rue du Pont, donc dans des locaux, dans la cuisine, là, la salle à manger de Moisson-Vallée. Exactement. Parfait. Bien, comme ça, on va se déplacer puis on va aller faire emballer nos cadeaux. Même moi, je vais aller vous voir. J'en ai. Bien, je peux vous dire que pour les messieurs, là, ils sont très heureux qu'on puisse leur faire ça. Ah oui, j'en ai aucun doute. Quoi que c'est moi l'emballeur chez moi. Ma femme, c'est pas une fan d'emballage, c'est moi qui m'en occupe. Puis je suis pas le meilleur non plus. Puis quand je peux donner ça à quelqu'un d'autre, ça fait mon bonheur. Mais donc, comme je vous dis, si à un moment donné, dépendamment de vos heures, à 10 heures, on est là. Même moi, je suis là avant. Là. Vous venez les porter, puis vous venez chercher sur l'heure du dîner ou dans l'après-midi. Mais on ne garde pas de cadeaux emballés là, le soir. OK. C'est quand même un risque. Tu peux se poser, là, mais des fois, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ben oui, effectivement. Oui. Fait que comme ça, on y va. Puis sinon, on peut toujours aller vous voir, vous encourager, puis mettre un petit peu de sous au pire dans le petit bois si vous avez pas de prendre un petit café avec nous. Ben oui, on peut aller vous voir puis jaser. Pourquoi pas? C'est toujours agréable. Parfait. Merci beaucoup, Mme Michaud. Ça me fait plaisir.
C'est le retour du challenge du lac Matapédia et j'ai décidé d'aller voir M. Maxime Fournier, qui est l'organisateur de l'événement, afin d'avoir plus de détails sur cette deuxième édition. Merci beaucoup, Maxime, de nous recevoir chez toi, dans ta pourvoirie. Là, c'est le challenge du lac Matapédia qui revient cette année, mais j'aimerais ça revenir avant sur l'année passée. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de participation? Comment ça s'est passé? Bien, l'an passé, on a eu 9 mocheurs qui sont venus d'un peu partout au Québec puis du Nouveau-Brunswick. Il y avait même un des mocheurs qui était originaire de la Nouvelle-Calédonie. Puis on a quand même rejoint beaucoup de spectateurs. Là. Le stationnement qu'on avait prévu pour la course était presque plein. Là. Il restait 2-3 places seulement dans le fond. Là. Fait que ça a quand même été un bel événement. Ouais. Puis là, l'année passée, il y a eu un petit changement parce que le trajet était supposé passer sur le lac Matapédia. Puis là, finalement, il y a eu un changement parce qu'il y avait eu un redout un peu avant, mais malgré qu'il faisait très froid pendant l'événement l'année passée. Cette année, est-ce qu'on pense essayer de vouloir repasser sur le lac ou... Mais on s'est rendu compte l'année passée, finalement, que de ne pas passer sur le lac, c'était un avantage parce que ça nous permettait d'avoir une plus grande sécurité pour l'événement. On n'avait pas à se soucier que le lac soit gelé ou pas. Puis déjà, l'ensemble de nos sentiers sont pratiquement déjà accessibles là, présentement à la fin novembre pour faire du traîneau. Fait qu'il manque à peine un petit peu de neige peut-être à certains endroits, là, mais on a quand même un beau fond dans quasiment l'ensemble du parcours. Il y a 2 endroits là, qu'on passe dans des bûchers où il y a un petit peu de bosse, quelques souches, mais qui sont quand même facilement évitables. Fait qu'on s'est rendu compte que c'était une bonne chose pour ça, d'avoir vraiment là, un fond solide partout ce qu'on allait passer. Puis en plus, c'est des sentiers qui sont déjà utilisés par la pourvoirie pour les activités de traîneau à chien. Fait que ça me donnait 3 km de plus seulement à taper au lieu d'aller sur le lac puis de faire 15-20 km de plus peut-être sur le trajet initial qu'on avait prévu. Je pense que cette année aussi, il y a différents trajets qui vont être possibles. Oui, on a 3 catégories cette année. Il y a la 60 km là, qui revient là, sur le même tracé. On a une 30 km aussi qui va être, elle, se fait à 4 à 6 chiens. La 60 km, elle, c'est une classe de 6 à 8 chiens. Et puis, on a aussi une petite classe là, de petit attelage, là, 1,2 km, qui, elle, se fait avec 1 ou 2 chiens, qui peut se faire en trottinette ou en traîneau. C'est pratiquement un sprint, on peut dire, là. Oui, bien, vu que c'est maximum 2 chiens, ça va pas à tout casser non plus, là. Mais oui, ça devrait pas être très long, là, pour que les participants fassent le 1,2 km, là. Est-ce qu'on s'attend à avoir plus de participants cette année? Est-ce que tu as déjà un retour un peu là-dessus? Oui, bien, la classe 30 km est pratiquement déjà pleine. On a décidé de se limiter à 16 participants pour les 2 grandes classes parce qu'on a une limite avec la grandeur du stationnement aussi, puis on ne peut pas mettre du monde partout ni dans la rue. Ça fait que on a décidé de la classe l'an passé de 60 km, on avait eu 9 inscriptions. Fait que là, cette année, on s'est dit on va limiter la 60 km à 10 inscriptions pour pouvoir prendre 6 inscriptions de la 30 km. Fait que là, on a 10 pour la 60, puis 6 pour la 30. Présentement, il y en a 5 d'inscrits dans la 30 km. Et puis, il y en a 3 d'officiellement inscrits pour la 60 km. Mais il y a 5 autres personnes qui ont rempli la pré-inscription, qui n'ont pas complété l'inscription encore. Fait qu'on s'entend qu'il va y avoir minimum 8 mocheurs dans la 60 km. Puis là, le public qui voudrait assister un peu, est-ce qu'il y a des activités un peu de prévues autour de ça? Oui, là, cette année, en plus, ce qui va être le fun, c'est qu'avec les plusieurs classes, on va avoir de l'action sur le site principal de la course pratiquement toute la journée. Parce que on va étirer aussi les départs. L'an passé, on les avait fait aux 2 minutes. Cette année, on va les faire aux 3 minutes. Fait que on va lancer en premier les 60 km, et puis ensuite les 30 km, puis après ça, les 1,2 km. Fait que les 1,2, eux autres, ils vont revenir pratiquement tout de suite. Puis quand les derniers 1,2 vont être rentrés, ceux de la 30 km vont déjà être sur le point d'arriver, les premiers. Puis ensuite, après que les 30 km, la majorité soit y arrivée, bien probablement que les premiers de la 60, ils vont être sur le point d'arriver eux autres aussi. Là. Fait que ça va vraiment mettre beaucoup de vie sur le site principal de la pourvoirie, là, qui est dans le rang 1 à Saint-Viennet, pas loin d'ici. Mais vous pouvez aussi observer les coureurs passer à partir du dépôt à Soucy dans la seigneurie du lac Matapédia. Sauf que ça dure beaucoup moins longtemps. C'est sûr que sur le site principal, il y a aussi un barbecue, il y a une partie de tir, il va y avoir un feu cette année. Il y a de l'animation, un animateur qui va dire en temps réel où sont rendus les coureurs
sur la piste et puis tout ça. Fait que le gros événement, ça passe à Saint-Vianney. Si vous voulez voir passer les mocheurs plus proches d'Amqui, ben il y a au dépôt à Soucy, où c'est quand même assez spectaculaire parce que les mocheurs arrivent dans un grand virage, puis souvent le monde, ils partent en dérapant puis tout ça. Fait que ça peut être un bel endroit pour le voir, mais ils vont passer du monde peut-être pendant, je dirais, maximum 1h15, 1h30. Tandis que sur le site de la course, ben, il va tout le temps y avoir quelque chose. Là. Fait que c'est vraiment plus là qu'il faut voir. Puis les départs vont commencer à 9h30. Puis je dirais que le plus spectaculaire, c'est vraiment les départs. Si vous avez la chance d'arriver pour 9h30, vous allez avoir le plus beau de la journée, là, parce que les chiens ils ont beaucoup d'énergie, puis c'est la folie un peu là, avant le départ. Est-ce que... Là, c'est vrai, je voulais aussi aller vers le fait que là, tu as des chiens cette année que tu leur cherches des familles. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Parce que c'est des chiens que, dans le fond, parce que tu commences, j'imagine, à avoir trop de chiens aussi, parce que à un moment donné, ça se reproduit un peu. Fait que veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ben j'ai tout le temps des chiens à placer à chaque année. Puis, sauf que je suis très sélectif pour placer des chiens. Fait que c'est pour ça que des fois, je vais rester des années avec un chien que je me dis que j'aurais aimé placer ailleurs. Mais c'est ça. Fait que il y en a tout le temps qui peuvent être des chiens d'expérience qui sont rendus à la fin de leur vie sur le traîneau pour nous, parce qu'on va quand même assez loin, puis que dans des montagnes où c'est assez exigeant aussi, mais pour du monde qui font plus du récréatif, qui peut servir, où il y a même des chiens qui sont moitié chiens de traîneau, moitié chiens de maison, qui peuvent faire des bons chiens de compagnie aussi. Puis c'est ça. Puis on a d'habitude une portée une fois par année. Là, on n'a pas eu cette année. On a sauté une année parce qu'on avait eu 2 en 2024. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on a beaucoup de chiots qui sont restés. Puis je pensais que j'aurais plus de chiens que j'aurais mis à la retraite d'ici là. Puis j'ai plusieurs chiens qui sont en haut de 8 ans, qui courent encore. J'ai même 2 chiens de 12 ans là, qui courent encore cette année. Fait que là, ça fait beaucoup de monde à faire courir. Fait que si je trouve une meilleure situation pour un chien, un bon fit avec une bonne personne, je vais le laisser aller. Mais c'est ça. Sinon, les chiens, on va continuer de s'en occuper en attendant. Okay. Puis là, est-ce que les gens peuvent venir, ils te contactent pour venir les voir? Ou... Oui, puis je pensais faire une journée porte ouverte justement samedi prochain, ici à la Pourvoirie, là, en après-midi. Je vais mettre les détails là, sur la page Facebook là, au courant des prochains jours. Parfait. Au moment de l'enregistrement, c'est la semaine prochaine, mais quand ça va être diffusé, ça va être demain. Donc, nous, ça sort le vendredi, donc on invite les gens à venir voir les chiens. Puis, est-ce que tu vas passer de bénévole un peu aussi cette année? C'est-tu des choses que tu es à la recherche? Ou... Oui, bien, on a déjà plusieurs bénévoles de l'an passé qui reviennent, fait que c'est un gros avantage. Là. Mais on a toujours besoin de monde. Là. Cette année, on va avoir plus de monde aussi sur le départ pour aider à retenir les chiens. L'an passé, on était un petit peu limite sur le nombre de bénévoles à ce poste-là, fait que cette année, on va rajouter du monde. Mais il y a toujours moyen de s'impliquer pour la course aussi. Là. Surtout ceux qui ont des motoneiges, c'est encore plus important parce que une des grosses jobs avant la course, c'est d'aller mettre la signalisation. Puis on a déjà du monde aussi qui sont prêts à le faire, mais plus qu'on est, plus ça va aller vite, là, puis les ramasser après la course, puis tout ça. Puis, ou même pendant la course, bien, d'avoir du monde sur le sentier pour être sûr que les mocheurs passent aux bonnes places. On a comme 4-5 points là, où on va avoir des bénévoles qui vont s'assurer que les mocheurs vont passer aux bons endroits. Là. Parce qu'il y a des catégories, des fois, qui vont passer sur un sens, mais l'autre catégorie va passer sur l'autre au même endroit. Fait qu'on va s'assurer en même temps qu'il n'y ait pas de triche, là, que tout le monde fasse toutes les boucles là, qui sont prévues. Là. Merci beaucoup, Maxime. Puis c'est de quoi on te contacte pour soit être bénévole, soit intéressé par adopter un de tes chiens, on te contacte. Bien, ça fait plaisir. Merci, Carl. Suite aux élections municipales de 2025, j'ai décidé d'aller à la rencontre des nouveaux maires, donc ceux qui n'étaient pas élus précédemment et qui sont nouvellement élus, afin de leur poser quelques questions. Donc tous, c'est les mêmes questions, c'est un style vox pop un peu. Et on commence cette semaine avec M. Lorenzo Ouellet, qui a été élu maire de Sébec. Tout d'abord, M. Ouellet, je vous souhaite félicitations pour votre élection. Comment avez-vous accueilli la nouvelle quand vous avez appris que vous avez été élu? J'étais bien content, surtout que c'était un bon mandat donné par les citoyens à 67 %. C'était un mandat clair. Fait qu'il va rester à livrer la marchandise. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter à la mairie de votre municipalité? Moi, j'ai tout le temps été impliqué dans la communauté. J'ai été 17 ans sur le CA de la Maison des Jeunes. J'ai été pompier volontaire, dont 6 ans chef. J'en étais à mon 2e mandat comme conseiller. J'avais déjà fait un mandat 2009-2013. Fait que dans ma vie, j'étais rendu là à vouloir représenter les citoyens pour m'assurer
qu'on amène ce qu'il faut dans notre municipalité pour le bien-être de nos citoyens. Sur le long terme, quels sont les grands objectifs que vous souhaitez réaliser pendant votre mandat? Bien, moi, mon grand objectif, là, c'est que au bout de mon mandat, que tout le monde travaille ensemble pour développer notre municipalité. Tous les comités, la population, que ça travaille tout dans le même sens pour arriver à faire quelque chose de grand pour Sébec. Puis, y a-t-il des priorités vraiment pour la municipalité sur le court terme, des dossiers chauds? À court terme, là, la grande priorité, c'est bien sûr la reconstruction de notre centre communautaire qui a brûlé il y a 2 ans. Il faut continuer à faire des pressions politiques pour que les subventions arrivent à terme pour qu'on puisse mettre ce projet-là en marche. Quelle place souhaitez-vous donner à la participation citoyenne dans vos décisions? Bien, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute des gens. Ça fait que ce que je veux, c'est m'assurer d'écouter la population, les différents comités pour connaître vraiment leurs besoins. Puis après ça, avec le conseil municipal, travailler en harmonie avec ces comités-là pour réussir à arriver à notre fin. En tant que nouveau maire, quel défi est-ce que vous anticipez là, pendant votre mandat? Il n'y a pas de grand défi à Sébec. Là. Il s'agit juste de travailler tous ensemble, le conseil municipal puis la population, pour arriver à faire des choses qui sont plaisantes puis que Sébec retrouve vraiment que ce soit là où il fait bon vivre, là, justement. Quels atouts est-ce que vous aimeriez mettre en valeur pour attirer des nouveaux résidents ou soutenir ceux qui y vivent déjà? Présentement, on est en recherche de terrain pour la construction domiciliaire. Là. On a des approches avec certains propriétaires qu'il faut développer un nouveau territoire pour le résidentiel, parce que dans la municipalité comme telle, là, on n'a plus vraiment de terrain construisible. Ça fait que avec un secteur qui serait plaisant pour les résidents, je pense que ça pourrait attirer des nouvelles personnes. Quel message est-ce que vous aimeriez adresser à vos citoyens aujourd'hui? Suite au mandat que vous m'avez donné, là, qui est un mandat qui est clair, puis votre appui, là, je vous assure que je vais travailler en collaboration avec le conseil municipal et la population pour développer Sébec puis l'amener à son apogée. Puis si on se reparle à la fin de votre mandat, là, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir dire que vous avez accompli? Bien, j'aimerais justement que ça soit ça, là, que les gens travaillent tous ensemble pour arriver à développer Sébec. Merci beaucoup, M. Ouellet. Merci. Bonjour, mon nom est Audrey-Anne Dumais, propriétaire de Le Jardin d'animaux situé à Saint-Arcius. Aujourd'hui, je vous présente nos produits à base de lait de chèvre. Les produits sont faits à la main et artisanaux qui vous procurera une douceur exceptionnelle pour votre peau. Si jamais ça vous intéresse de passer commande, vous pouvez nous contacter au 514-812-2248. Il nous fera plaisir de personnaliser votre boîte. Merci! Alexandre Fortin, qui est agent de prévention et de promotion des saines habitudes de vie au CIS du Bas-Saint-Laurent, vient nous parler du déploiement de Circonflex prêt pour bouger dans la MRC de la Matapédia, un tout nouveau service qui permet aux citoyens d'emprunter gratuitement une grande variété d'équipements de sport et de plein air, une manière simple et accessible et déjà très attendue pour encourager les gens à bouger davantage. Bonjour Alexandre, merci vraiment beaucoup d'être avec nous. Tu viens nous parler de Circonflex. Absolument. J'aimerais ça savoir en premier mot, c'est quoi Circonflex prêt à bouger? De où que ça vient, ça? Circonflex, en fait, c'est une démarche qui est pan-québécoise, dans le fond, à l'échelle nationale, qui est partie du gouvernement du Québec et qui est chapeauté par tous les URLS, là, l'unité de réseau loisirs et sports là, de chaque région du Québec. Donc, chaque URLS de chaque région vient chapeauter Circonflex pour le déployer dans leur propre région et font affaire avec les acteurs du milieu pour venir implanter ce projet-là, cette démarche-là, en fait, on va l'appeler une démarche, à travers toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent. OK. Mais je pense qu'il y avait un autre projet juste avant, qu'il y avait un autre nom, Défi... Défi à la Vallée. Défi à la Vallée, en fait, c'est un comité qui existe, qui est vraiment pour la Vallée, là, pour la Matapédia, qui existe depuis vraiment plusieurs années, là, qui est composé, entre autres, de plusieurs ressources en loisirs, de Cosmos est là-dedans, sans les oublier. Il y a aussi les agents territoriaux
de développement territorial, de la MRC. Puis, dans ce comité-là, en fait, il y a moi aussi. Dans ce comité-là, on vient parler beaucoup de comment augmenter le niveau d'activité physique, comment trouver le plaisir de bouger chez les jeunes, les jeunes et les moins jeunes dans la vallée. Et dans le fond, ce comité-là travaille déjà depuis quelques années dans ce sens-là. Il y a certaines actions qui sont faites, dont les gratuités qui existent déjà, là, qui est déjà des gratuités de Cosmos dans la vallée qui sont... qui sont partout sur le territoire. C'est un peu comme un avant-circonflexe. Il y avait ça. Oui, c'est ça, puis exactement. Là, le circonflexe s'est implanté qui, dans le fond, reprend la relève de défier la vallée un peu. Il prend pas la relève. Il cohabite, on va dire. C'est comme en parallèle. C'est ça, parce que les gratuités qui existaient déjà, qui sont dans toutes les municipalités, toutes les sites de pratique, on va dire, il existe encore. Le matériel qui est là est encore là, puis est encore bon, est encore prêté. C'est juste que Circonflexe, c'était une démarche qui est partie du national, puis qui vient un peu agrémenter un peu cet objectif-là, finalement, d'avoir de l'équipement gratuit. Là. Okay. Puis là, ça, c'est gratuit. Est-ce que c'est ouvert quand même à tout le monde? Faut-il absolument habiter la vallée de la Matapédia? Ou... Non, du tout. En fait, Circonflexe, le but de cette démarche-là, c'est de pouvoir initier les gens à des loisirs sportifs, que ce soit de sport ou de plein air. Puis le but, c'est que ce soit gratuit à 100% parce que tout ce qui est... tout ce qui est des frais, là, il y a toujours des contraintes financières reliées avec la pratique d'activité physique. Des gens vont dire j'aimerais ça, mettons, essayer un fat bike ou peu importe. Ouais. Mais je ne vais pas m'en acheter un pour pouvoir savoir si j'aime ça ou pas. S'il y en a un qui existait gratuitement, j'irais l'essayer, mais puis là, ça répond un peu à ce besoin-là d'accessibilité de l'équipement, là, finalement. Ouais. C'est pas. Puis là, si on veut on veut emprunter un équipement, on va où? On cogne à quelle porte? Comment ça fonctionne? Faut-tu réserver aussi? Ou... là, en fait, le Circonflexe, le but de tout ça, c'est d'avoir un peu une plateforme de réservation qui pourrait se faire en ligne. Pour le moment, ce qui est déployé, je vous dirais que c'est beaucoup directement par téléphone ou directement sur un site de pratique quand on veut en louer un, pour savoir quels sont les sites de pratique et qu'est-ce qui se trouve sur chaque site, parce qu'il y a bien beau savoir qu'il y a de l'équipement à la Maison des familles, pour dire n'importe quoi. Mais c'est quoi qu'il y a là? Est-ce que je pourrais trouver mon compte en termes d'équipement? Donc, il y a le site circonflexe.ca où il y a un onglet qui s'appelle « Prêt pour bouger », où on voit une carte interactive là, de tout le Québec. Okay. Puis on peut voir tous les points de service au Québec qui sont présentement. Puis en allant visiter le point de service, on trouve l'équipement, on trouve les équipements qui sont disponibles. Donc il y a cette façon-là. Il y a aussi là, bien entendu les infographies que Cosmos partage, parce que Cosmos partage aussi leurs infographies en lien avec les gratuités qui étaient déjà là avant Circonflexe. Mais là aussi, on a nos gratuités Circonflexe là, qui fait partie de ce projet-là, qui sont disponibles comme ça. Donc on est capable d'aller sur le site de Cosmos, sur le site Circonflexe, puis on est capable de trouver à peu près n'importe où. Là. Parfait. Fait que ça veut dire que même si, mettons, on part en vacances, on s'en va en Estrie, je dis n'importe quoi. Je suis même pas sûr que je pourrais pointer l'Estrie sur une carte, là. Je connais pas beaucoup l'ouest du Québec. Mais, tu sais, on s'en va là-bas. Bon, on est en vacances là une semaine. J'aimerais ça, peut-être faire un sport pendant une journée sportive. On peut aller sur le site de Circonflexe et emprunter quelque chose de là-bas directement, j'imagine. Ben oui, absolument. Dans le fond, c'est vraiment à la grandeur du Québec. Comme tu dis, si tu veux aller en Estrie, tu vas sur le site, Prêt pour bouger, il y a la map, tu t'en vas vers l'Estrie. Puis là, tu vas voir sur les points directement, il y a les adresses et tout ça. Là. Tu vas voir à peu près tous les points de service qui sont là. Et puis, tu cliques dessus, tu checks c'est quoi que tu as besoin, puis tu vas... soit que tu appelles, soit que tu réserves en ligne, ça dépend, c'est mentionné sur le site. Là. OK, parce que selon d'une place à l'autre, c'est pas le même fonctionnement tout à fait. Non, c'est pas le même fonctionnement tout à fait. Oui, c'est un bon point à mentionner. Le Circonflexe était là pour implanter la démarche. Ouais. La manière de fonctionner dans le fin détail relevait de chacun des points de service. Ça dépend de la réalité de chacun. Okay. Si on est dans un bureau municipal versus un site de pratique versus un camping dans le fond du bois, ben c'est sûr qu'il y a quand même
des réalités différentes qu'il faut prendre compte dans le fonctionnement. Là. Puis là, si jamais dans la vallée, il y a des gens qui se disent, ben là, c'est sûr qu'il n'y a pas ça à côté de chez nous parce qu'il y a juste ça à Amqui, il y a juste ça à telle place. Ben, toi, tu connais les points de service. C'est où les points de service qu'il y a dans la vallée ici? Ben là, les points de service. Puis là, je tiens à dire aussi que les points de service, sont ouverts selon les saisons aussi. Là. Par exemple, l'aréna n'est pas ouverte l'été, donc il n'y a pas de prêt d'équipement qui se donne là durant l'été. Mais justement, l'aréna à Cause-Abscal et le parc de la Pointe, là, selon la saison, sont des points de service. Il y a la Maison des familles à Amqui. Oui, qui est aussi fermée souvent l'été. Donc, oui, exactement. Qui est fermée l'été, en fait, pas souvent. Elle est fermée l'été. Elle est fermée l'été. La gare d'Amqui l'été, le camping d'Amqui l'été. Ensuite, on a aussi la gare de Sébec et le club de ski de fond Arfan des Neiges et le club de ski de fond du Mont-Climont qui ont de l'équipement aussi et qui, justement, là, de l'équipement va continuer de rentrer pour une deuxième vague. Là. Et d'autres points de service là, qui sont à venir dans les prochains mois. As-tu des scoops pour savoir est-ce qu'il va y avoir un point de service à quelque part d'intéressant en particulier? Des points de service, là, c'est-tu un scoop? En fait, je pourrais dire qu'on élargit grandement. On peut le dire comme ça, là, on va élargir grandement dans la Matapédia. On le sait que la Matapédia, c'est très grand comme territoire. Fait que c'est justement le fait de vouloir se déplacer toujours vers les centres. Ça sera plus juste sur le bord de la 132. Ça sera plus juste sur le bord de la 132. Là, il va en avoir dispersé dans les villages aux alentours, là, effectivement. Parfait, super. Puis aussi, je veux savoir, en fait, je pense qu'il y a de l'équipement aussi spécialisé qui est disponible pour les personnes à mobilité réduite. C'est un des points importants, je pense, pour l'URLS. Oui, exactement. Dans le cadre des objectifs, l'URLS mentionnait que d'aller vers la mobilité réduite, c'était un des objectifs. Il va y avoir une planche adaptée. Dans le fond, je ne sais pas comment la décrire autrement. C'est vraiment une planche style paddleboard avec des flotteurs qu'on peut mettre quelqu'un en fauteuil roulant dessus directement. C'est super bien fait. C'est vraiment sécuritaire, là, même si ça ne semble pas à première vue. Et puis, on a à la piscine, il y a quelque chose qui se travaille présentement là, à Amqui aussi. Donc, voilà. Puis dans le spécialisé, je pourrais terminer en disant à la Maison des familles, ils ont beaucoup des trucs pour la randonnée. Donc, pour les jeunes familles qui veulent aller utiliser ça. Ils ont des poussettes exprès pour aller dans... Poussettes style jogging, style randonnée, porte-bébé, puis tout ça. Là, c'est des petites poussettes parapluies d'un sentier de randonnée, c'est pas l'idéal. Oui, c'est ça, non, exactement. Des fois, en acheter une juste pour aller faire 2 randonnées l'été. Exactement, c'est ça. Fait qu'on peut l'emprunter pour aller là. Parfait. Exact. Super. Fait comme ça, on va sur le site de Circonflex, puis on s'informe de... Où est-ce qu'il y a des points de service? Y a-tu pas mal tout le temps la liste d'équipements aussi disponible? Oui, la liste d'équipements est pas mal toujours disponible et mise à jour en temps réel le plus possible. OK, parfait. Mais c'est ça, ouais, exact. C'est super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On reçoit un créateur d'ici qui fait rayonner la bande dessinée québécoise bien au-delà de notre région. Originaire d'Amqui, Nick Michaud lance Les Chroniques du Grimoire Noir, tome 3, Parfum de mort. Donc, un nouveau chapitre sombre et inspiré des grands films d'horreur des années 70. Il signe aussi la direction éditoriale d'une autre BD d'envergure consacrée à 5 groupes mythiques du métal québécois. Donc, on en parle avec lui. Bonjour Nick, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler un peu de tes nouvelles créations. Tu as des bandes dessinées qui sont sorties, mais je vais commencer avec le fait que toi, tu es originaire, on dit d'Amqui, mais c'est t'es de la vallée un peu. Là. Dans le fond, t'es pas nécessairement... Je pense que tu viens du lac Amqui, plus exactement. Oui. Hein? Salut Carl, merci pour ton accueil. Je suis natif d'Amqui, fait que j'ai fait mon secondaire là, puis tout ça. Puis, je suis revenu vivre en 2019. 2 ans à peu près, un an et demi, 2 ans. Puis là, on a trouvé une maison dans le Kamouraska. Fait que, mais j'ai quand même mes racines viennent d'Amqui. Tout est parti de là. Puis comment ton parcours t'a amené jusqu'à l'univers de la bande dessinée? C'est une passion qui est partie jeune ou... Oui, je voulais toujours en faire. Je faisais de la BD, j'étais jeune, puis même adolescent, puis Pascal, qui était avec vous autres, c'est un de mes bons amis, je faisais lire mes BD au secondaire, puis tout ça. Fait que j'ai toujours voulu faire ça, fait que j'ai jamais arrêté. C'est mon objectif principal. Puis j'ai continué. Fait que c'est la persévérance, c'est ça qui est
qui est la clé du succès, je pense. Ouais, hein? Puis là, tu viens de sortir un 3e tome là, qui s'appelle Parfum de mort. C'est les chroniques. Excuse-moi, c'est les chroniques. Du grimoire noir. Ouais, c'est ça, exactement. Excuse-moi, dans ma question, il n'était pas écrit. Mais oui, c'est ça. Donc, ça plonge dans l'esthétique des films d'horreur des années 70. Qu'est-ce qui t'a inspiré à aller dans cet univers de slasher-là pour la suite de tes BD? Ben, en fait, les chroniques du grimoire noir, c'est toutes des histoires indépendantes. Fait que tu peux lire le 3 avant le 1, il n'y a pas de problème. C'est toutes des histoires complètes dans un tome. Il y a Les Sorcières du Mississippi, le tome 1 qui se passe plus dans le temps de l'esclavage. Baptême dans le feu qui se passe en enfer. Fait que là, on voulait y aller d'un slasher des années 70. Et on y va all-in. Fait que c'est ça. Fait que je fais ça avec Louis Paradis, c'est lui le dessinateur. Moi, je fais le scénario et la couleur. Fait que c'est une petite histoire, l'album, l'histoire complète dans l'album et assez sanglant. On est all-in là-dedans, sanglant, sexe, on se met pas de barrière ben. Puis c'est ça, on en sort un chaque automne. On travaille déjà sur le tome 4. Fait que ça, c'est notre nouveauté pour cette année. OK, puis mais là, ça veut dire que tu parles qu'il y a beaucoup de sang, puis tu parles même de sexe un petit peu. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour un auditoire d'un certain âge? Oui, ben, moi, je lis ce type de BD-là à 14 ans, fait que pour être safe, on va dire 16 ans et plus. OK. Puis, ouais, c'est ça, fait que, mais tu sais, il y a des fois, il y a des jeunes qui viennent voir, mettons, de 13 ans, 14 ans, puis ils me disent « Ah, moi, je suis habitué à voir ça. » Je lis Berserk, puis Berserk, c'est assez brutal. Je dis « OK. » Des fois, je dis « Ah, reviens avec tes parents pour être sûr, parce que je veux pas de retour. » Mais non, j'essaie vraiment de vendre au public cible, parce que il va pas dans la dentelle. Ouais. Puis là, dans le fond, tu travailles aussi, comme tu disais, avec l'illustrateur Louis Paradis. Est-ce que ça s'est déroulé comment, cette collaboration artistique-là? C'est-tu un dessinateur avec qui tu étais déjà habitué de travailler avant? Ou lui, il a commencé à suivre les maisons d'édition Sawin sur Instagram. Puis là, je check souvent le dessinateur, qu'est-ce qu'il fait, puis avant, si je le suis ou non. Puis j'aimais beaucoup son travail. Je dis, oh, crime. Puis lui, il faisait beaucoup de sorcières. OK. Puis le premier, c'est Les Sorcières du Mississippi. Puis en plus, c'est un gars de Montmagny, fait que c'est pas loin d'où c'est que je viens. C'est à 45 minutes du Kamouraska. Fait que je dis, je l'ai contacté. Puis hey Louis, ça te tente-tu d'embarquer? Puis il a vu que j'étais un gars du coin aussi. Fait qu'il dit, ben oui, je peux. Puis c'est le fun parce que Louis, il était illustrateur, mais il a travaillé dans la BD avant. Fait que ça l'a ramené dans BD. Puis c'est une brute, là. Il est très bon. Puis c'est ça, fait que on s'entend bien, on fait des événements ensemble, puis on rigole. Fait que non seulement c'est un très bon auteur, très bon dessinateur, bon BDiste, mais c'est un cool dude avec qui je m'entends super bien. Là. OK. Mais là, ta BD aussi est disponible en anglais, si je ne me trompe pas, aussi pour ceux les anglophones de ce monde. Est-ce que tu sens un intérêt aussi pour tes BD à l'extérieur du Québec? Ou Oui, on a vendu une coupe dans le monde qu'on n'avait pas vendue avant. Dans le fond, on fait toujours une pré-vente sur Ulule. Ulule, c'est surtout en Europe qu'on fait ça pour le marché francophone, mais anglophone, on y va sur Kickstarter. Fait qu'on est sur 2 plateformes pour la pré-vente. On vend aux États-Unis. Là, c'est vraiment compliqué aux États-Unis. Il y a même 6 enveloppes qui sont revenues. La nouvelle administration aide vraiment pas pour le shipping là-bas. C'est vraiment rendu compliqué. Mais il faut trouver des solutions. Faut s'adapter à tout. Fait que c'est ça. Mais je l'ai vendu aussi en Hongrie, en Australie, au Japon, puis dans d'autres pays, beaucoup en Europe aussi. Fait que c'est pas si pire un petit format de même, shipping pas trop cher. Fait que puis en plus leur argent en Europe, puis comparé au nôtre, ben ça leur revient moins cher encore, je pense, avec le shipping en plus que quelqu'un qui l'achète ici au Québec. Ouais. Fait que ça vaut la peine. Là. OK. Puis là, aussi en parallèle, tu étais aussi dans la direction éditoriale de l'histoire des 5 grands groupes métal du Québec, le tome 2, là, qui vient qui est le plus récent des deux. Dans ce livre-là, on retrouve Voivod, Cryptopsy, Barf, Sword et Necronomicon. C'est comment que le choix s'est arrêté sur ces groupes-là? Le tome 1, il était fait avec Félix B. Desfossés. Puis il était supposé travailler sur le tome 2. Fait que là,
lancer les noms de bands, ça l'intéressait. Il disait, ouais, ça a bien du bon sens, ça. Mais Félix, finalement, il était trop occupé pour donner ça à Christophe Gagné. Puis, fait que là, lui, il dit, OK, c'est bon, on était parti avec ça, on avait contacté les bands toutes. Fait que j'essaie beaucoup, comme dans le tome 1, de mettre des styles de métal différents pour justement avoir une crowd plus grande à l'album. Je vais pas mettre 5 bands de death metal, puis tu sais, là, il y a du heavy, il y a du barf et hardcore, death un peu, punk, et Sword est vraiment heavy, crypto death, Voivod, ils ont leur style à eux autres. Puis fait que, ouais, je vais jouer avec les styles. Ouais, c'est ça. Puis ça permet aussi aux gens de. Hey, je connais pas cette band-là. Fait que ça leur permet de découvrir aussi. Ouais. Puis on peut s'attendre à quoi dans cette BD-là? Est-ce que c'est une genre de BD documentaire ou ben non, ça les met dans des situations qui sont plus des scénarios fictifs ou. Chaque page, mettons on mentionne en haut, OK, mettons Voivod a sorti tel album cette année-là, puis dans cette même époque-là, il est arrivé une anecdote que les gens d'habitude connaissent pas. Fait que ça, c'est la partie BD. Fait que c'est documentaire et en même temps, on apprend d'autres choses que les gens connaissent pas du groupe. Des anecdotes avec des motards, avec des accidents qu'ils ont eu, des histoires de brosse, il y en a en masse, des drames. Fait que tout type d'histoires qu'ils ont vécu qui fitaient pour mettre en BD. Fait qu'on a mis ça là-dedans. Fait que c'est un dessinateur différent à chaque groupe aussi. Fait qui rend ça encore plus intéressant. Ben oui, mais d'ailleurs, je voulais te parler de ça. Tu travailles avec une grosse équipe dont, moi j'ai vu les noms, Félix Laflamme, Voro, Jake Dion et plusieurs autres. Comment on fait pour harmoniser tous ces styles-là dans une BD? Dans le fond, on peut dire que c'est comme plusieurs BD dans la même, j'imagine? Ouais, ben tu sais, c'est un charme, là, parce que chaque groupe a leur visuel différent, adapté à la plume de l'auteur, du dessinateur. Fait que pour moi, c'est une force. Parce que tu tombes dans complètement un autre univers, dans un autre groupe, comme le style de musique est différent, fait que ça tombe un style de dessin différent. Fait que selon moi, c'était une force de faire un collectif. Puis on travaillait déjà sur des collectifs avant qui avaient bien été. Fait que c'est ça. Fait que c'est le fun d'avoir une plume différente à chaque. Ben oui, c'est ça. Ça fait vraiment spécial de pouvoir fêter puis voir le style de chacun. Là, je veux savoir, présentement, tu travailles sur quoi? As-tu un projet que tu peux projet secret que tu peux nous dire comme qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ou ouais, mais là, je change de chapeau. Là, j'ai fini la tournée. Ça s'appelait Scent of Metal Tour. C'est comme le mélange des deux albums, pour Parfum de mort et 53. On a fait beaucoup de tournées, beaucoup de lancement du livre, de salon du livre, je veux dire, lancement aussi. Fait que on s'est promené beaucoup, c'était une grosse été, grosse automne. Là, j'ai terminé depuis hier. On a fini ça au lancement à Montréal, à Mutoïde. Fait que c'était vraiment un gros événement avec les gars de Voivod, Necronomicon, d'autres auteurs qui étaient là. Fait que là, c'est terminé. Fait que là, je mets mon chapeau d'auteur, de BDiste. Et là, je travaille sur Black Rose Saga tome 3 et le tome 4 des Chroniques du Grimoire Noir que je fais avec Louis, donc que je fais la couleur, qui est très bien avancée aussi. Fait que ce serait ça les deux albums pour 2026. OK, parfait. Bien, on va suivre ça. Avant de quitter, dans le fond, je vais te demander aussi, là, toi, t'es on va dire le chef des éditions Sawin ou Sawin, je pense que t'as mieux le Sawin, comme c'est ça. Sawin, hein, ouais. Le Master of Puppet. Ouais. Il y a quand même plusieurs BD disponibles là-dedans. Là, Noël arrive, on voudrait en acheter. On va où? On va-tu acheter ça en librairie? Est-ce qu'on commande sur Internet? Comment ça fonctionne? Ouais, la plupart commandent sur Internet. Il y en a dans quelques librairies. Dans le temps des fêtes, j'allais voir la librairie qui était en dessous de chez vous. Ouais. Check ça. Fait que s'ils sont intéressés. Ils étaient déjà là avant l'ancienne administration. Là, je les ai pris pour... je savais pas qui allait prendre ça, tout ça. Mais s'ils sont intéressés, je pourrais leur emmener puis qu'ils puissent découvrir les albums d'un auteur natif du coin. Ouais. Fait que dans le temps des fêtes, j'irai voir tout ça. Mais sinon, si vous voulez pas attendre puis vous voulez les lire tout de suite, il y en a à Rimouski, il y en a sinon en ligne aussi, si vous voulez les précommander.
Puis, as-tu des suggestions pour quelqu'un qui voudrait acheter des bandes dessinées pour les plus jeunes un peu, les plus vieux? As-tu 2-3 bandes dessinées à nous conseiller? Pour les plus jeunes, ce qu'on fait, il y a les 5 endroits les plus hantés du Québec. On a visité on a fait des recherches des endroits hantés, on les a visités, puis on explique qu'est-ce qui s'est passé là. Fait que là-dessus, on y va plus dans le mystérieux que dans le gore, mettons, comparé aux autres. Et les 5 plus grands mystères extraterrestres du Québec aussi. On a rencontré l'AQ, c'est l'Association québécoise d'ufologie, c'est eux autres qui, les experts qui enquêtent l'histoire d'extraterrestres au Québec. Okay. Puis, ils ont compté 5 cas marquants, dont 2 enquêtes qu'eux ont faites. Puis on a mis ça en BD, un collectif aussi. Okay. C'est un dessinateur différent à chaque enquête. Fait que ça, pour les kids, c'est correct. Faut lire ça, puis c'est le fun. Les gens m'ont dit « Hey, j'ai appris des affaires. » Fait que c'est bien le fun pour ça. Sinon, la série d'horreur, ça, c'est pour plus vieux aussi. Black Rose, si vous voulez des grosses sagas fantastiques, épiques. Black Rose Saga. Il y en a sur la bière aussi, sur bière dessinée. Oui. Donc, le dernier tome, il y avait... Dans la première, le dernier, en tout cas, on peut voir la microbrasserie La Captive dans celui-là qui part de l'Est du Québec ou de la Gaspésie. Ouais. Exact. Fait qu'il y a ça, puis l'album Metal aussi, si vous voulez découvrir une belle époque. C'est quand même une lettre d'amour à nos bandes d'ici. Fait que c'est le fun parce que les gens peuvent découvrir ça. C'est une belle époque. Puis il y a même une histoire qui se passe à Amqui dans le tome 2. Ah ouais? Pendant le Death Fest. Et j'étais content qu'il y ait ça parce que j'ai jasé aussi avec Martin Poirier qui, lui, organisait tous les shows en région dans le temps, tout ça. Oui. Lui, ce serait cool que tu l'aies en entrevue un spécial pour justement garder l'histoire de ça, que c'est une belle époque des années 80-90, Amqui, Rimouski, tout ça, c'est vraiment intéressant. Puis, fait que c'est ça, dans les albums, on a quand même beaucoup de choix. Là, Super. Fait qu'on va sur le site des éditions Saouin pour se commander des bandes dessinées. Oui, c'est ça, exact. Parfait. Merci beaucoup, Nick. Merci, Carl, c'est vraiment apprécié. C'est maintenant l'heure de votre agenda culturel de la semaine. Tout d'abord, du côté de Diffusion Mordicus, le 14 décembre, Laurence Jalbert vient présenter son spectacle Un cœur pour Noël. Du côté de la bibliothèque Madeleine Gagnon d'Amqui, on vous propose une conférence nommée Patrimoine et bibliothèque présentée par Bianca Cadieux, mercredi le 10 décembre à 14h. Le 12 décembre, l'humoriste Léa Streliski vient faire le rodage de son spectacle d'humour à la microbrasserie La Captive. Beaucoup d'activités du côté de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Tout premièrement, un atelier est offert gratuitement avec la nutritionniste Stéphanie Hébert sous le thème « Surfer sur la ménopause » ce samedi, le 6 décembre à 10h dans les locaux de la bibliothèque. Toujours le 6 décembre, mais à 14h dans la salle multifonctionnelle de la Cour-Saumon. Un spectacle de style comédie musicale intitulé « L'orphelin de Noël » mettant en vedette des enfants du coin sera présenté et les coûts du billet sont de 5 $ s'il y en reste. Vendredi, le 12 décembre à 13h30, il y aura aussi un atelier tricot-bricot-café qui invite les gens à venir tricoter. Et le samedi 13 décembre, de 9h à midi, un autre atelier, mais cette fois pour la création libre d'ornements ou de décorations de Noël. Dans les deux cas, aucune inscription n'est nécessaire et ça se déroule à la bibliothèque Bertrand B. Leblanc de la Cour-Saumon. Il y aura un marché de Noël le samedi, le 13 décembre, dans la salle du conseil de la MRC, de la Matapédia, de 10h à 15h, présenté par le marché nomade des producteurs de la Matapédia, et la TVC sera aussi sur place pour vendre des billets loto coup de pouce, donc profitez-en pour acheter un petit billet en passant. Dans le cadre de la programmation de Noël à Saint-Noël, samedi le 6 décembre dès 13h, il y a un tournoi de quilles amical à la salle de quilles de Saint-Noël. Et le dimanche 7 décembre, entre 8h et midi, il y aura aussi un déjeuner de la fabrique au sous-sol de l'église ainsi que le marché de Noël des fermières. Si on se dirige maintenant du côté du cinéma Figaro, le film québécois Les Furies est toujours à l'affiche. Excellent film, soit dit en passant. Le film aussi Zootopia 2. Et la sortie attendue de nos ados, donc Five Nights at Freddy's 2, donc 5 nuits chez Freddy 2. Pour les heures de diffusion, consultez le site web ou la page Facebook. Si vous avez des activités culturelles à nous partager, écrivez-nous par courriel à l'adresse journaliste@tvcmatapédia.com.
C'est ce qui conclut cette édition de Info.tvc et n'oubliez pas que ce dimanche, le bingo aura 1200 $ en prix et aussi, nous vendons des billets de l'Auto Coup de pouce. Nous serons au marché des fêtes de Noël à la MAC de la Matapédia le 13 décembre. Et nous serons aussi dans l'entrée ou Dollarama, là, donc le 11 et 12 décembre de 16h à 20h. Merci de nous encourager et d'encourager votre télé locale. Je vous souhaite une belle semaine.